Pour tout atelier philo, il est important d'utiliser un support philosophique. Pour son aspect ludique d'une part, et parce qu'en fonction du support et de la méthode d'animation, vous travaillerez certaines habiletés de pensée. En ayant un objectif pédagogique, vous savez clairement ce que vous transmettez aux enfants. Attention, l'objectif pédagogique ne signifie pas scolaire, mais méthodique. Il existe plusieurs supports. Pour chaque support, il existe différentes façons de les animer en fonction des compétences qu'on souhaite travailler. Le fait d'être méthodique dans l'animation de ces supports vous garantit de savoir ce que vous êtes en train de transmettre aux enfants et d'éviter cette sensation désagréable en fin d'atelier où vous ignorez finalement ce qui a été dit et ce que vous avez transmis. Comment choisir son support ? Déjà, en fonction du nombre de séances. Pour une séance, privilégiez un album jeunesse court ou un portrait chinois ou un jeu philo qui suffit sur une séance. Ne faites pas de cueillette de questions puisque cela prend du temps et que les enfants seront frustrés de ne pas pouvoir en discuter. Pour ce qui est de la cueillette de questions, c'est une méthode d'animation tirée de la communauté de recherche philosophique, plébiscitée mais qui comporte ses limites puisque ça prend du temps et que les enfants doivent apprendre à questionner. Si vous avez plusieurs séances, vous pouvez choisir un photolangage, un dilemme moral ou une expérience de pensée qui seront un fil rouge pour plusieurs ateliers et aborder une notion plus en profondeur. Votre objectif pédagogique doit motiver le choix de votre support et de la méthode d'animation, et ça on le verra juste après. Il est possible que vous ayez un coup de cœur pour un support et que, à partir de là, vous ayez envie de l'animer, auquel cas, vous devez voir quelle méthode sera la plus à même de développer des habiletés de pensée. Le support ne doit pas être moralisateur et ne pas avoir de message univoque. Sur ce point, c'est plus difficile quand on utilise un album jeunesse ou une histoire dont le propre est souvent de transmettre un message. C'est là que vos compétences en matière de questionnement seront importantes. Si vous savez repérer des présupposés et les questionner, votre support univoque ne sera plus un problème puisque vous offrirez aux enfants l'opportunité de questionner le message et de prendre du recul sur celui-ci. Vous pouvez également travailler le questionnement de ces évidences avec les enfants en leur apprenant à questionner le support, mais cela se travaille sur de nombreuses séances car l'exercice n'est pas si facile que ça. Pourquoi faut-il être méthodique ? Car l'aspect ludique, bien qu'il permette aux enfants d'avoir de l'attention à ce qui est fait et rendre la réflexion agréable, ne suffit pas. Une fois qu'on a montré un support, il faut le faire vivre. Il faut aussi que ces méthodes permettent de développer des habiletés de pensée. Comment allons-nous l'introduire ? Je prends un exemple du beau et du moche issu de ma formation Le Collège Philo et l'Académie. C'est un atelier que j'ai animé en mixant le photolangage et le dessin. En fait, les enfants ont créé leur photolangage en faisant un dessin d'une chose moche, sans autre consigne. Ils pouvaient donc dessiner une chose esthétique ou une action en fonction de leur représentation. Voici un exemple de 5 dessins proposés par les enfants. Un pigeon, des araignées, de la moquerie, des gribouillis et une masse. Et voici donc les réponses des enfants. Moi, je n'aime pas les pigeons, je les trouve moches. Et quelqu'un dit, bah non, ton pigeon, il est joli. Non, ses pattes ne sont pas bien faites. Ah ben, moi, je trouve que ça lui donne du charme, justement, qu'il ait une différence. Quelle conclusion peut-on tirer ? Le pigeon est moche dans la réalité, mais le dessin lui donne du charme. Eh bien, le dessin permet de voir la réalité autrement. Ce sont les mots des enfants. Les araignées me dégoûtent, c'est poilu avec leurs pattes. Ça me fait peur. Au contraire, je les trouve trop mignonnes, les araignées. La moquerie est moche car c'est méchant, ça peut blesser les autres. C'est un gribouillis en noir et blanc, ça n'a aucun sens. Un artiste pourrait penser différemment et il dirait que c'est de l'abstrait. On peut le retourner et voir des yeux et des pieds. Mais c'est surchargé, c'est pas coloré, c'est pas harmonieux. On voit que c'est vite fait mal fait et qu'il n'a pas pris le temps de le faire. Le point commun, ils sont tous en gris. Le gris, ça fait penser à la peur, à la tristesse et c'est désagréable. Donc en fait, j'avais demandé le point commun entre toutes ces images et à part Jana Rose qui a fait l'effort d'avoir un petit peu de couleur, bon, pas l'effort, mais qui, elle, a choisi de mettre un peu de couleur, c'est vrai que tous les autres sont en noir et blanc. Alors, à partir des réponses des enfants, que je vous ai lues et qui sont ici à gauche, on va obtenir donc les critères d'une chose moche que vous voyez en fait mis en rouge.
Donc une chose moche, c'est une chose qui n'est pas bien faite, qui dégoûte, qui fait peur ou rend triste. C'est une chose méchante, une action méchante, en noir et blanc, qui n'a pas de sens, qui est surchargée, qui manque de couleur, qui n'est pas harmonieux, qui est vite fait, mal fait et désagréable. Et on voit qu'il y a des distinctions qui ont été proposées, à savoir le joli, le charme et mignonne. Si on devait trier les images par leurs points communs, qu'est-ce qu'on peut trouver moche de façon générale? Donc là, on va en fait décrire des catégories. Le moche, c'est ce qu'on n'aime pas, l'objet en lui-même et qui procure une émotion désagréable. C'est l'aspect physique d'un objet, en fonction du dégoût, de l'esthétique, du manque de couleur et du manque d'harmonie. Ça peut être l'aspect physique d'une personne, donc là c'était pas dans les dessins mais c'était dans d'autres. Les détails de son visage, ce qu'elle dégage, ils avaient dessiné une sorcière. Et l'action d'une personne. Une mauvaise action est moche en fonction de son intention et en fonction de ses conséquences. Donc, en fait, on prend les distinctions qui viennent avec le mot moche, donc le beau, le joli, le mignon. On peut noter ce qui est l'inverse du moche et travailler une technique du questionnement, à savoir l'inversion des énoncés. Donc, je vous donne un exemple, ce sera un photolangage qu'on verra après, où je demandais justement est-ce que c'était beau, est-ce que c'était pas beau, et j'avais choisi l'image d'un vase. Et les enfants, enfin certains enfants disaient ce vase n'est pas très beau car il est banal. Et donc j'ai demandé mais une chose banale peut-elle être belle? Donc j'inverse en fait l'énoncé. Oui, une marguerite c'est banal mais c'est joli. Quand il dit que la marguerite est jolie, est-ce que beau et joli veulent dire la même chose pour toi? Donc on voit en fait que à partir de cette méthode, on obtient des mots-clés. Si on fait bien l'effort d'écouter et qu'on a la technique de questionnement de l'inversion de l'énoncé, on est capable de faire réfléchir et d'ailleurs on continuera avec la réponse qui a été donnée. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'inverse des critères du moche. Donc le joli, le bien fait, le mignon, le réaliste, l'abstrait, la beauté physique, la gentillesse et les émotions agréables. Et j'ai proposé donc ce photolangage, puisqu'il y avait certains critères qui étaient repris. Mais nous allions voir justement avec les enfants que ces critères pouvaient également s'appliquer au beau et enrichir la réflexion. Donc on revient à l'image du vase. Je trouve que ce vase n'est pas très beau car il est banal. Quand tu dis banal, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc on peut justement voir que le beau, du coup, par définition, ce serait ce qui n'est pas banal, ce qu'on ne verrait pas tous les jours, qui a un caractère un peu exceptionnel. On revient sur l'exemple du vase qui n'est pas très beau car il est banal. Et que je pose la question, mais une chose banale peut-elle être belle? Oui, une marguerite c'est banal mais c'est joli. Quand tu dis que la marguerite est jolie, est-ce que beau et joli veulent dire la même chose pour toi? Donc là, on va venir justement travailler la distinction. Donc là, la méthode que j'ai utilisée, c'est le c'est, ce n'est pas. Cette technique d'animation aura deux avantages, permet d'établir une liste de critères et dégager les premières représentations des enfants. Voici sur ce photolangage, donc beau, pas beau, les réponses des enfants. Pour le physique de la personne, il y a des traits asymétriques, déformés, il n'est pas beau. Ce que j'ai observé, c'est l'attitude des enfants. Ils ne lèvent pas la main aussi rapidement que pour les autres images. Et je leur ai dit, j'ai remarqué que pour cette image, vous n'avez pas levé la main aussi vite que d'habitude. Pourquoi? Parce que j'ai de la peine pour lui, parce que je me sens méchant de dire qu'il est moche. Et la remarque, c'est pas beau et moche, est-ce que c'est la même chose? Parce qu'ils n'ont pas dit il est moche, ils ont dit il est pas beau. Ensuite, on voit sur la personne âgée que certains trouvent qu'elle est moche en raison de la vieillesse, des rides, qu'elle n'est pas classe. Mais certains ont trouvé du beau en disant ce qu'elle dégage, elle a les yeux espiègles et de la douceur dans ses yeux. Et donc, reprenez les critères de physique et méchanceté. Donc là, on est sur une sorcière qui a du style, qui est une beauté brutale, comme disaient les enfants. De ce point de vue, elle était belle. Pour d'autres, on ne pouvait pas la considérer comme belle à cause du fait qu'elle fait peur, mais ils ne pouvaient pas dire non plus qu'elle était moche. Il y avait le côté artistique, donc la photo est belle, il y a un mélange de couleurs. Même si je n'aime pas les araignées, cette photo est très belle. Donc on voyait que l'objet en soi pouvait être considéré comme moche, mais qu'on pouvait le rendre beau avec un regard artistique.
Donc ce n'est plus l'aspect esthétique de l'objet représenté qui est pris en compte, mais la réalisation artistique, la façon dont elle nous fait voir le monde. Ensuite, il y avait les physiques et les émotions. Là, c'est beau parce que c'est naturel, monochrome, il y a un dégradé de vert. C'est paradisiaque, on ne le voit pas souvent et ça fait rêver. Et il y avait l'intensité des émotions et le beau. Donc là, on reprend ce caractère un peu de nature, d'exceptionnel, mais je reprenais le critère des émotions désagréables et que quand on ressentait un peu cette peur, etc., eh bien, on mettait plutôt dans la catégorie du moche. Or, les enfants, on me dit c'est magnifique, c'est remarquable, c'est effrayant mais sublime, c'est la force de la nature, c'est impressionnant. Donc ces mots sont tous nouveaux et je leur demande, faites-vous une différence entre beau, magnifique, sublime, remarquable, et en fait, on en dégage l'intensité du jugement et donc l'intensité du beau. Donc il y avait différentes étapes. Étape 1, on fait une liste de critères. Étape 2, on écoute et on note les notions importantes. L'étape 3, on distingue les notions entre elles. L'étape 4, si aucune distinction n'est faite, demandez pourquoi dans notre langue il existe deux mots pour dire la même chose, pourquoi on dit beau et joli si c'est la même chose. L'étape 5, lister des critères pour en faire une définition. Et l'étape 6, nuancer en inversant les énoncés comme une chose jolie est-elle toujours belle. Donc il y a plusieurs méthodes selon les supports. Le photolangage, par exemple, il y a 4 méthodes différentes qui vont permettre de développer différentes habiletés de pensée comme l'interprétation, dégager des critères, définir, repérer des présupposés, les interroger, conceptualiser, distinguer. Donc ça, c'est pas sur une méthode, c'est en fonction des méthodes qu'on va travailler certaines habiletés de pensée. Pour les albums jeunesse, il y a 3 méthodes, donc on peut soit travailler l'enquête philosophique, soit la cueillette des questions, les présupposés et le questionnement, et en général, ça apprend aussi à faire des hypothèses. Le court-métrage, pareil, j'ai 3 méthodes qui nous permettent de travailler les présupposés, des critères définition, la conceptualisation, la problématisation et le questionnement. Les jeux philo qui permettent de travailler l'argumentation et le raisonnement. Et les expériences de pensée qui permettent de travailler donc l'argumentation, de dégager et d'évaluer des raisons, de problématiser et de tirer des conséquences. Quand on choisit un support et une méthode pour garantir l'aspect philo de l'atelier tout en laissant une trace indélébile des habiletés de pensée qui aident à l'apprentissage de la réflexion critique, il faut se préparer un minimum et donc nous allons parler de la préparation des ateliers.